Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais qu'on aborde les sociétés qui sont pas chères, les sociétés qui sont réputées décotées et qu'on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce type de société? Puisque en première analyse, on pourrait penser que acheter des sociétés décotées et pas chères, c'est plutôt une aubaine puisque évidemment on a quelque chose qui coûte beaucoup moins cher que la valeur réelle que l'on estime de l'entreprise. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on essaie de déterminer les facteurs qui vont faire que cette décote ou ce côté c'est pas cher ne va pas éternellement s'installer dans le temps. Je vous partage tout ça derrière le PC. Faut-il acheter des valeurs décotées ou des valeurs pas chères? Pour répondre à cette question, on va regarder la terminologie, les définitions. On va regarder pourquoi acheter des valeurs décotées ou peu chères, c'est quelque chose qui est si attirant. On va regarder les raisons qui peuvent revaloriser une société réputée décotée ou peu chère. Et on regardera les risques de cette stratégie. À la fin, je vous donnerai mon avis. Alors comme toujours, cette vidéo n'est pas un conseil à l'achat ou à la vente. Les éventuelles sociétés que je vais évoquer ici sont uniquement là pour illustrer mes propos. Terminologie. Donc une valeur décotée, c'est une notion qui est quelque peu différente de valeur peu chère. En effet, une valeur décotée, ça sous-entend décotée par rapport à ses actifs. Donc c'est une décote qui est par rapport à son bilan. Donc sur son bilan, on va regarder ce qui s'appelle les actifs nets qui correspond à ses fonds propres. Donc par exemple ici, j'ai mis une société fictive où en actif, vous avez une valorisation de 10 000 avec des terrains, de la construction, des stocks, de la trésorerie. En face, vous avez donc du capital de constitution de la société avec les réserves. On en a pour 5 000 plus 3 000. Et vous avez des dettes à hauteur de 2 000. Et donc l'actif net, c'est l'actif net de dette. Donc on prend ici les 10 000, on retire les 2 000 de dette et donc on se retrouve avec un actif net qui est de 8 000. Alors évidemment, si la bourse valorise cette entreprise à hauteur de 6 000, à ce moment-là, on a une décote sur actif net qui est de 25%. J'ai mis ici le calcul. Autre terminologie, c'est les valeurs qui sont dites plutôt pas chères. Donc ça, pas cher, c'est plutôt par rapport au résultat net ou au flux de cash. Et là, on a alors des notions comme le PER ou le prix sur cash flow, etc. Il y a une autre notion qui est très utilisée qui s'appelle la valeur d'entreprise. Donc c'est quoi la valeur d'entreprise? C'est la somme de la capitalisation boursière. Donc ça, c'est ce que vous allez acheter en valorisation sur la bourse. Et vous ajoutez en fin de compte les dettes. Pourquoi est-ce qu'on ajoute les dettes? Parce qu'on considère que quand on achète une entreprise, on achète aussi sa dette. Et pour pouvoir avoir une dette qui soit nette de trésorerie, on retranche la trésorerie. Comme ça, la valeur d'entreprise est bien la somme de la capitalisation boursière plus la dette nette de trésorerie. Et quand on prend un agrégat du compte de résultat qui s'appelle le BE ou l'EBITDA, vous prenez un ratio VE sur EBE et ça c'est un critère qui est énormément en fin de compte utilisé et vous entendez des fois VE sur EBE de 10, de 5 ou de 4, c'est pas cher pour le secteur ou par rapport aux concurrents, etc. etc. Pour autant, il existe énormément d'autres méthodes de déterminer la valeur intrinsèque, que ce soit par de la décote sur l'actif net comptable qui correspond au fonds propre, ou que ce soit par d'autres méthodes où vous pouvez croiser le compte de résultat, les flux de trésorerie, la capitalisation boursière, etc. etc. L'important, c'est de déterminer une valeur intrinsèque et de comparer avec le cours de bourse. Alors pourquoi ces notions sont-elles si répandues, appréciées et réputées? Alors la première raison, c'est que c'est la raison d'être des stock pickers. Donc si jamais vous êtes sur ma chaîne Finance Academy, elle est dédiée à la bourse, elle est dédiée au stock picking. Et donc nous, notre raison d'intervenir en bourse, c'est justement d'aller chercher le pas cher, éventuellement pour de la croissance, mais aller chercher du pas cher, aller chercher de la décote, de manière à avoir des actifs que l'on trouve avec un prix raisonnable. Donc si vous croyez que les marchés sont irrationnels,
que votre propre estimation de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc on a vu, il y a plusieurs méthodes. Cette méthode est beaucoup plus fiable que la valorisation de la bourse. Alors effectivement, vous trouvez que le cours de bourse décoté ou pas cher, c'est effectivement une aubaine. La deuxième raison, c'est que c'est plutôt rassurant. Car comme ce n'est pas cher ou que ça décote, vous avez cette vision, en fait, le risque de perdre vous semble alors faible. Je prends un exemple, la valeur de liquidation d'une entreprise, c'est la valeur de l'actif net. Donc si dans votre estimation, vous achetez en bourse quelque chose qui cote sous la valeur de l'actif net, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, j'ai quelque chose dont le risque de perdre en capital me semble faible. Bon, pour autant, on va voir, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que cela. Alors pourquoi existerait-il des décotes ou des discounts? Donc la première raison, c'est que vous vous êtes trompé. Par exemple, si vous avez fait une erreur dans l'estimation de la valeur intrinsèque, à ce moment-là, vous pouvez vous trouver avec une valeur que vous estimez avec une valeur intrinsèque de 100, alors qu'en fait, sa vraie valeur intrinsèque, elle est plutôt à 50. Donc forcément, peut-être que vous trouvez une décote là où il n'y a pas de décote. Et là, je vous indique attention aux actifs qui sont facilement dépréciables. Si jamais vous faites du screening où vous allez chercher des décotes sur fonds propres, en face des fonds propres, il y a des actifs et tous les actifs n'ont pas la même durabilité. Donc là, je vais prendre un exemple. J'ai déjà évoqué cette société qui s'appelle Carrère Group, qui est une société qui a fait faillite, dans une vidéo sur les faillites qu'il y a eu sur Euronext. Donc je vous remets ici le lien de cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et donc quand on regarde en fin de compte Carrère Group, cette société avait des fonds propres à hauteur de 98 millions en 2006. Et puis d'un coup en 2007, il s'est passé en fin de compte, les fonds propres, ils ont fondu, ils sont même passés négatifs. Alors que s'est-il passé? Donc Carrère Group était une société qui avait des activités de production cinématographique. Donc il faisait des séries pour la télé, etc. Ce qui fait que lorsqu'on prend son bilan, vous avez ici côté passif les ressources pour financer les actifs. Et sur les capitaux propres par de groupe, on avait bien ici les 98 millions. Mais que voit-on au niveau des actifs? Vous avez ici tout en haut là, tout un tas d'actifs qui sont incorporels. Donc vous avez des brevets, des catalogues, des autres immobilisations incorporelles, des écarts d'acquisition, etc. Et vous en avez pour une valeur qui était beaucoup plus importante que les capitaux propres. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu en fait en 2007 des résultats catastrophiques. C'est que tout simplement le catalogue n'était pas correctement valorisé puisqu'il se vendait pas bien, il avait été survalorisé, etc., etc. Donc prenez bien ça en compte. Si jamais vous faites de la décote sur fonds propres purs, et dans les actifs, vous avez des actifs incorporels type catalogue, brevet, base client, etc. Sachez que ça peut rapidement se déprécier, perdre 10, 20, 30, 40, 50% de la valeur très rapidement parce que tout simplement c'est de l'intangible et les actifs intangibles sont difficilement évaluables. Une autre raison pour laquelle il y aurait des décotes, c'est qu'il y aurait une mauvaise gestion de l'entreprise, éventuellement avec perte sur perte. Et des fois, vous vous retrouvez avec des entreprises qui décotent, tous les ans ça décote. La gestion, elle n'est pas terrible, il y a des pertes et en fait, ça peut même aller jusqu'à la faillite. Au final, vous avez une entreprise qui a toujours décoté et puis qui, au final, vous avez une entreprise qui a fait faillite. La deuxième raison, c'est qu'il peut y avoir un problème de gouvernance, c'est-à-dire que au sein de la stratégie, au sein de ceux qui décident, il y a des soucis et le marché n'apprécie pas quand il y a des soucis en stratégie. Et donc là, le marché price une sorte de décote qui lui semble justifiée parce que on n'a pas une stratégie qui est assez claire au niveau de la direction de cette entreprise. Une autre raison de décote, c'est les statuts de holding, parce que toutes les holdings elles décotent, tout simplement parce que avec leurs frais de fonctionnement, ça génère de la perte de valeur par rapport aux actifs qu'elles possèdent en dessous. Une autre raison de décote, c'est les raisons de flux. Quand vous avez un vendeur qui est forcé et qui écrase le cours, donc ça c'est notamment pour les petites capitalisations, vous avez à ce moment-là un prix de marché qui est plutôt dirigé par un flux qui est vendeur forcé. Ça peut être un fonds qui sort, etc. Vous pouvez avoir aussi, toujours dans la région de flux, des incertitudes fortes
sur le secteur. Donc quand vous avez des secteurs qui sont éventuellement délaissés parce qu'il y a des incertitudes, à ce moment-là, vous avez des flux qui vont faire que ça sort, ça sort. Vous avez par exemple un secteur qui actuellement au mois de octobre est plutôt délaissé, c'est le secteur de l'automobile, puisque à cause des incertitudes sur la voiture électrique ou la voiture hybride, les incertitudes sur la pénurie de semi-conducteurs, etc., etc., il y a énormément de difficultés à avoir des marges opérationnelles qui soient correctes. Donc quand ça décote ou que c'est pas cher, ça veut dire qu'il y a une sorte d'écart que j'ai appelé gap entre la valorisation boursière qui est fixée par le marché et la valeur intrinsèque que vous avez estimée. Donc ça se traduit par ce schéma et donc on est en décote, ça veut dire qu'on a bien la valeur boursière qui est plus petite que la valeur intrinsèque. Donc ici on va regarder maintenant les 3 forces ou les 3 événements qui peuvent augmenter la valeur boursière de manière à pouvoir diminuer le gap ou tout au moins augmenter la valeur boursière, puisque quand on investit dans des valeurs qui sont décotées ou peu chères, évidemment c'est pour avoir une revalorisation de cet investissement initial. Alors la première force qui peut arriver ou le premier événement, c'est un événement qui est sur la valeur intrinsèque, sur les fondamentaux. Ça va affecter directement cette case ici. Par exemple, ça peut être la publication sur l'amélioration des fondamentaux, une meilleure croissance que prévu ou de meilleurs résultats, etc., etc. En améliorant donc les perspectives futures, cela affecte directement la valeur intrinsèque et vous avez le cours de bourse qui monte naturellement. Peut-être qu'il ne va pas monter au point d'effacer le gap, mais il va monter à minima. Une autre raison qui peut supprimer la décote, c'est quand il y a quelque chose qui arrive directement sur l'écart lui-même. La valeur intrinsèque ne change pas, mais vous avez pourtant quelque chose qui fait que ça va diminuer la raison du gap. Ça peut être un changement de direction pour une meilleure gestion. Par exemple, vous avez des entreprises qui sont considérées mal gérées et si jamais il y a un putsch qui arrive avec un renversement dans la direction, ça peut être considéré par le marché comme quelque chose de favorisant qui ne nécessite plus une telle décote. Vous pouvez avoir aussi une offre publique d'achat qui est lancée sur le titre, qui est donc décoté ou peu cher, et à ce moment-là, dans la valorisation des expertises qui sont censées refléter la vraie valeur intrinsèque de l'entreprise, vous avez à ce moment-là l'annulation du gap. Il peut y avoir évidemment la fin du statut de holding que j'avais évoqué précédemment, puisqu'une holding ça décote. Si la holding a fini d'exister, qu'elle se transforme en société industrielle, à ce moment-là, vous avez la fin de la décote. Et vous pouvez avoir bien sûr l'arrêt des flux vendeurs, que ce soit par des incertitudes ou des fonds qui sont forcés de vendre. Troisième événement, c'est celui qui fait changer le regard de la bourse sur le titre. C'est-à-dire c'est ce qui s'appelle un changement de statut boursier. Vous avez alors un effet cumulé avec les perspectives de la valeur intrinsèque de la société qui s'améliore par rapport à une publication par exemple. Et vous avez alors le regard de la bourse sur le titre qui change. C'est ce que Chris Meyer a appelé le second moteur dans son livre, dont j'avais fait une vidéo, je vous remets ici le lien. Et ce changement de statut boursier permet de revaloriser à des multiples beaucoup plus élevés une société qui végétait en décote. Alors, quelle est la performance de cette stratégie discount? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui marche? Alors, je reprends souvent les topos de Damodaran, qui est un universitaire qui enseigne aux États-Unis. J'ai repris une de ses publications de fin 2020 où il reprend la période de 1927 à 2020 sur le marché US et il regarde la performance boursière des actifs qu'il a classés par des catégories en fonction de la décote sur fonds propres. Donc ici, il a découpé en 10 familles. Vous avez ici la famille où ça décote le plus. Et puis là, vous avez la famille où ça surcote le plus. Et ce qu'on peut voir, c'est que les familles qui font de la surperformance sont effectivement rangées dans la famille qui décote le plus. Donc là, on peut dire que statistiquement, sur les milliers de titres qui ont été étudiés ici 1927 à 2020, les titres qui statistiquement surperforment le plus sont des titres qui sont plutôt décotés ou tout au moins en discount sur fonds propres. On peut se demander aussi si avec l'arrivée de la croissance forte et des disruptions depuis les années 2000, est-ce que effectivement il n'y a pas quelque chose qui est en train de changer? Donc il a fait un autre graphique ici, donc je vous passe les détails super techniques, mais ce qu'il faut regarder c'est plutôt les traits rouges et les traits verts. Donc le graphe en rouge c'est les décotes fortes
Le graphe en vert, c'est les surcotes qui sont plutôt élevées. Et on peut voir qu'il n'y a pas spécifiquement ici, quand vous regardez là, les 10% des titres les plus surcotés par rapport aux 10% des titres les plus décotés. Vous n'avez pas forcément ici, je dirais, de disruption technologique qui peut se voir par rapport au graphe passé. Alors donc en synthèse, j'ai remis ici les raisons qu'on peut avoir sur les décotes. Donc quand il y a une mauvaise gestion, la diminution de la décote, elle se fera quand il y aura une information qui va surprendre quelque part le marché, qui va monter la valeur intrinsèque. Quand il y a un problème de gouvernance, l'idée, ça serait de renverser cette gouvernance et de changer la direction. Quand il y a un statut de holding, on met fin au statut de holding. Et quand on a un flux vendeur, on arrête le flux vendeur. Et à tout moment, j'irai les deux cerises sur le gâteau, c'est que vous pouvez avoir une OPA qui se fait à la valeur intrinsèque, donc qui tue directement le gap d'un coup. Et vous pouvez avoir aussi un changement de statut boursier. Exemple, vous avez une société qui peut passer de statut de décote à statut croissance. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Donc un exemple sur le changement de direction. Donc si je prends Unibail, vous avez ici le graphe de bourse de cette société, avec en 2020 ici le crack Covid. Et puis vous avez ici toute la période où il y a Xavier Niel qui a ramassé beaucoup de capital, il est monté jusqu'à plus de 20%, et il a réussi ici à changer la direction, qui avait effectivement, on va dire, entre guillemets, des casseroles avec une gestion qui n'était pas forcément optimale, etc. Et ça, la bourse a énormément apprécié. C'est ce qui a permis au cours de quitter cette zone en fait de végétation pour pouvoir aller chercher des cours beaucoup plus élevés. Flux vendeur. Donc là, je prends une société dans laquelle je suis actionnaire qui s'appelle PCAS. Le flottant est relativement faible. Donc là, on a vraiment des logiques de flux qui peuvent influencer énormément la valorisation en bourse. Donc le titre était plutôt vers 15 € au mois de juin, juillet 2021. Et là, depuis la rentrée août-septembre, vous avez encore un flux vendeur qui appuie. Et en regardant sur le site morningstar.com, on découvre que c'est le fonds Quadrige qui a encore beaucoup de milliers de titres qui appuient sur cette société. Donc là, vous avez un exemple où on a une société qui potentiellement décote, puisque l'actif est toujours à 17 € dans les comptes de la mer. Et vous avez pour autant une valorisation en bourse qui est autour de 11-12 €. Le changement de statut boursier, donc un exemple. Je vous donne un exemple d'une société qui s'appelle Malterie Franco-Belge, qui jusqu'à l'année 2008 était une société qui était plutôt en décote sur fonds propres dans son statut boursier. Elle décotait à peu près de 30%. En face des fonds propres, il y avait des actifs, c'était des usines. Ça faisait pas de croissance, mais ça faisait des revenus récurrents avec une certaine rentabilité, mais pas de quoi affoler le cours de bourse. Et ce qui s'est passé à partir de 2008, c'est qu'il y a une filiale qui s'est montée dans les pays de l'Est qui s'appelle la Compagnie internationale des malteries et qui a énormément grandi jusqu'au point de faire un chiffre d'affaires qui est 4 fois plus gros que le chiffre d'affaires de la société mère en France ici. Donc là, vous avez un changement de statut boursier où la société est passée d'une valeur qui décote sur ses fonds propres jusqu'à un comblement de la décote. Et là, vous êtes même en surcote sur les fonds propres puisque vous avez énormément de cash flow qui sont générés par tous ces actifs qui sont des cash flows récurrents. Alors le risque, quels sont les risques lorsqu'on fait cette stratégie d'acheter des valeurs pas chères ou décotées? Évidemment, c'est de finir collé, c'est d'avoir un aspect décote pas cher qui dure dans le temps et tellement que ça dure dans le temps que vous restez tout le temps. Et ça peut même aller jusqu'à la faillite. Vous avez aussi le deuxième risque qui est le coût d'opportunité. Vous pouvez avoir un actif qui décote, puis que le gap en fait il se réduit pas vraiment, et puis vous avez votre capital qui est bloqué sur cette position. Donc je répète ici, quand vous avez une décote sur fonds propres, parce que si vous le faites que sur des screeners, allez voir les bilans, allez regarder les actifs qui y en face. Surveillez si durant le temps qui passe, où vous êtes donc acheteur de cette décote, s'il y a vraiment de la création de valeur ou pas. Donc mon avis pour ça en fait, c'est oui, cette stratégie elle est bonne, mais alors attention à son exécution. C'est vraiment une stratégie qu'il faut surveiller parce que vous pouvez vraiment partir sur de la décote qui vous coûte énormément cher en termes d'immobilisation du capital ou ça peut même partir en faillite. Donc pour moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le temps joue pour l'actionnaire minoritaire quand je suis associé à une société que je juge décotée? Donc est-ce qu'il y a de la création de valeur
tous les 6 mois, tous les mois, tous les ans, oui ou non. Si la réponse est oui, bah, je peux garder sereinement. Si la réponse est non, il faut que je fasse attention. Est-ce qu'il ne faut pas que j'allège? Est-ce qu'il ne faut pas que je sorte complètement, etc. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!